La nuit de Noël, le ciel de Sokoto s'embrase quand des missiles américains percent le silence, remplaçant les chants par la stupeur collective. En quelques minutes, une opération présentée comme antiterroriste transforme un rituel sacré en panique, exposant des failles de coordination, de souveraineté et de confiance entre partenaires. Que signifie ce signal pour l'Afrique entière? Et comment la réaction d'Ibrahim Traoré éclaire-t-elle un moment où consentement, précédent et pouvoir se télescopent brutalement? Au-delà des explosions, une ligne rouge apparaît, promettant des répliques politiques, diplomatiques et narratives bien plus durables. Cette séquence promet une lecture claire de ce qui s'est joué, sans spéculation ni dramatisation gratuite, en reliant faits observables, décisions officielles et effets mesurables. L'enjeu pour le lecteur est simple et concret. Comprendre comment une frappe ponctuelle a reconfiguré en quelques heures les notions de partenariat sécuritaire, de consentement étatique et de précédent politique en Afrique. L'analyse suivra une logique progressive. D'abord les signaux avant-coureurs et l'événement déclencheur, puis les réponses institutionnelles, enfin les répercussions régionales et continentales. Chaque étape sera examinée à partir d'éléments présents dans le récit source, chronologie, déclaration publique, réaction diplomatique et déplacement d'opinion. L'objectif n'est pas de désigner des coupables, mais d'identifier des mécanismes. Comment une action militaire unilatérale peut déplacer l'équilibre entre coopération et contrainte. À travers cette lecture, le lecteur pourra situer le moment nigérian dans une dynamique plus large où plusieurs dirigeants africains, institutions régionales et sociétés civiles redéfinissent des lignes à ne plus franchir. Ce cadre permet d'évaluer ce qui est en jeu maintenant et ce que ces choix annoncent pour les mois à venir. En moins de 10 minutes, 3 frappes aériennes ont suffi à transformer un épisode sécuritaire local en onde de choc continentale. La première cible, puis la deuxième, puis une tour de communication réduite au silence, la cadence même de l'opération révélait une intention précise, rapide, non négociée. Ce chiffre implicite, 3 frappes successives avant minuit, suffit à comprendre que l'événement dépassait la neutralisation d'un groupe armé isolé. Le contexte rend cette séquence encore plus lourde de sens. Depuis plusieurs semaines, des analystes nigérians avaient observé une modification inhabituelle des trajectoires de drones et des fréquences de communication. Les signaux existaient, mais ils n'avaient pas été traduits en alerte politique formelle. Lorsque les missiles sont tombés, l'appareil institutionnel nigérian n'était pas préparé à réagir en temps réel. Ce décalage a immédiatement déplacé la question du terrain militaire vers celui de la souveraineté. En quelques heures, la frappe n'était plus évaluée uniquement à l'aune de son efficacité tactique, mais comme un acte unilatéral sur un territoire allié. Le fait que les autorités politiques nigérianes n'aient pas été pleinement informées a amplifié cette perception, transformant une opération présentée comme technique en symbole politique. C'est dans cet espace que l'épisode commence à résonner au-delà du Nigeria. Au Burkina Faso, Ibrahim Traoré suit attentivement la situation, non comme un simple observateur, mais comme un dirigeant déjà engagé dans une lecture critique des partenariats sécuritaires externes. Pour lui, l'événement confirme une intuition partagée dans le Sahel. Lorsque la coordination devient optionnelle, la souveraineté devient conditionnelle. Ainsi, la frappe de Sokoto agit comme un révélateur. Elle met en lumière des tensions latentes entre urgence sécuritaire et respect institutionnel, entre alliance déclarée et asymétrie de pouvoir. Ce n'est pas encore une rupture, mais c'est un point de bascule narratif, où chaque acteur commence à recalculer ses marges d'action et ses lignes rouges. Pour mesurer l'impact immédiat de cette nuit, il faut quitter les communiqués et regarder les trajectoires humaines qui s'entrecroisent dès l'aube. À Sokoto, des familles déplacées cherchent un refuge temporaire, non par calcul politique, mais par instinct de survie. Les hôpitaux locaux traitent des blessures liées aux explosions, tandis que des quartiers entiers découvrent que la peur peut se propager plus vite que les débris. Dans les cercles militaires nigérians, l'effet est différent, mais tout aussi brutal. Des officiers constatent que les systèmes de défense n'ont pas été activés, non par incompétence, mais par absence d'alerte partagée. Cette prise de conscience agit comme un choc professionnel.
L'espace aérien national a été traversé sans déclencher les mécanismes censés le protéger. L'impact n'est pas seulement opérationnel, il est psychologique. À distance, où certains dirigeants africains observent ces scènes comme des signaux avancés. Ibrahim Traoré, au Burkina Faso, lit l'événement à travers une grille déjà familière, celle d'une dépendance sécuritaire qui peut, en un instant, se retourner contre le principe même d'autonomie stratégique. Ce regard extérieur renforce l'idée que Sokoto n'est pas un cas isolé, mais un exemple précoce. Ce qui frappe alors, ce n'est pas la violence brute, mais la rapidité avec laquelle l'incident change de nature. En moins d'une journée, il passe d'un fait militaire à un débat public, puis à une référence implicite dans les discussions régionales. Et l'essentiel devient évident. Lorsqu'une action crée plus de questions que de réponses, son impact dépasse largement son objectif initial. Avant la nuit de Noël, là, la situation semblait figée dans une routine sécuritaire familière. Les partenariats existaient, les échanges de renseignements se poursuivaient et les opérations antiterroristes suivaient des protocoles connus, parfois flous, mais rarement contestés publiquement. Puis, en l'espace de quelques heures, cette normalité implicite a été brisée, ouvrant une séquence en 3 temps distincts: activation, climax, puis répercussion durable. L'activation commence dans le silence, les drones apparaissent au-dessus de Sokoto sans annonce officielle. Leur trajectoire plus longue, plus insistante que d'ordinaire. Aucun appel de coordination clair, aucune validation politique visible. Cette phase est presque invisible pour la population, mais elle prépare le terrain. Dans les cercles spécialisés, certains comprennent déjà que ce silence n'est pas neutre. Il annonce une action imminente, décidée ailleurs. Le climax survient brutalement, 3 frappes successives, espacées de quelques minutes, frappent des cibles distinctes. L'ordre et la précision donnent l'image d'une opération maîtrisée, mais le timing, la nuit de Noël, transforme l'effet militaire en choc symbolique. Les explosions ne détruisent pas seulement des infrastructures, elles interrompent un moment religieux et social, amplifiant la perception d'une rupture. En quelques instants, la narration officielle passe du registre sécuritaire à celui de l'humiliation ressentie par une partie de l'opinion publique. C'est à ce moment que la réaction politique s'impose. À Abuja, le président convoque en urgence les instances de sécurité, non pour riposter, mais pour contenir. Le choix du calme devient stratégique. Les déclarations sont pesées, chaque mot calibré pour affirmer la souveraineté sans provoquer d'escalade. Cette retenue n'est pas perçue comme de la faiblesse, mais comme une tentative de reprendre le contrôle du récit après que l'initiative a été confisquée. Les répercussions s'étendent rapidement au-delà du Nigeria. Les médias régionaux et internationaux relaient l'événement comme un précédent. Dans plusieurs capitales africaines, des discussions informelles deviennent des réunions urgentes. La question n'est plus seulement ce qui s'est passé, mais ce que cela autorise désormais. Ibrahim Traoré, au Burkina Faso, interprète la séquence comme une confirmation. Lorsqu'une frappe peut être menée sans consentement explicite, la frontière entre partenariat et domination devient dangereusement floue. Cette lecture alimente une dynamique collective. Au Sahel, des dirigeants échangent sur la nécessité de réduire la dépendance aux structures étrangères. Des projets jusque-là théoriques, comme une coordination sécuritaire régionale renforcée, commencent à être évoqués avec plus d'insistance. La frappe de Sokoto agit alors comme un catalyseur, accélérant des réflexions déjà présentes mais dispersées. Ainsi, la séquence complète révèle une transformation. Ce qui commence comme une opération ciblée déclenche un réalignement politique et symbolique. L'événement n'impose pas une rupture immédiate, mais il laisse une trace durable. Le message implicite est clair. Une fois qu'un précédent est établi, il devient une référence, et chaque acteur est contraint de se repositionner face à lui. Avant cette nuit, et la norme était une coopération sécuritaire présentée comme coordonnée. Après, le seuil de tolérance a clairement basculé. Ce passage du cadre habituel vers une action unilatérale se lie à travers quelques indicateurs simples, peu nombreux mais lourds de conséquences qui permettent de mesurer l'écart entre ce qui était attendu et ce qui s'est produit. Un premier repère quantifiable apparaît dans la séquence des frappes elles-mêmes.
3 impacts distincts sont enregistrés en un laps de temps très court, sans communication politique préalable visible. 3 frappes successives concentrent l'action et signalent une décision déjà verrouillée. Ce nombre importe moins par sa valeur brute que par ce qu'il implique, une opération conçue pour être irréversible avant toute discussion. Dans un cadre de partenariat classique, l'usage de la force est censé suivre une validation conjointe. Ici, la cadence rapide réduit mécaniquement toute possibilité de consultation. Un deuxième indicateur se lit dans les effets civils immédiats. Les témoignages et rapports évoquant plus de 100 personnes contraintes de quitter leur domicile dans les heures qui suivent. Plus de 100 déplacés montrent que l'effet dépasse largement la cible militaire. Ce chiffre n'est pas massif à l'échelle d'un conflit, mais il est décisif dans le contexte narratif. Il transforme une frappe dite ciblée en expérience collective de vulnérabilité. À partir de là, l'événement n'est plus perçu comme technique. Il devient social, puis politique, alimentant la pression sur les autorités nationales. Un troisième élément, tout aussi parlant, concerne la proximité des infrastructures sensibles. Yes, une école se situe à environ 800 mètres de l'une des zones touchées. 800 mètres soulignent la marge étroite entre précision et catastrophe évitée. Cette distance, relativement courte, agit comme un multiplicateur symbolique. Même sans victime scolaire, elle alimente l'argument selon lequel la frappe aurait pu produire un scénario bien plus dramatique. La discussion se déplace alors du résultat réel vers le risque accepté, et donc vers la responsabilité de celui qui décide. Pris ensemble, ces 3 chiffres dessinent un basculement clair. Avant, la coopération reposait sur une présomption de consentement implicite. Après, elle est réévaluée à l'aune des conséquences mesurables, même limitées. Ce glissement explique pourquoi la réaction nigériane insiste moins sur la condamnation militaire que sur la clarification procédurale. Il s'agit de rétablir une ligne, non de réécrire l'événement. Dans le débat régional, ces données circulent rapidement, elles sont reprises, commentées, comparées à d'autres précédents. Ibrahim Traoré s'appuie sur ce type d'éléments concrets pour nourrir un discours plus large. Lorsque des décisions extérieures produisent des effets quantifiables sans validation locale, la souveraineté cesse d'être abstraite. Elle devient mesurable, donc contestable. Ainsi, la force de ces chiffres tient à leur sobriété. Ils ne racontent pas toute l'histoire, mais ils suffisent à prouver qu'un seuil a été franchi. Le passage du fonctionnement normal à l'exception assumée se lit dans cet écart. Et c'est précisément cet écart qui structure désormais les discussions diplomatiques, militaires et politiques autour de l'événement. Pour comprendre la controverse, il faut d'abord exposer l'argumentaire le plus solide en faveur de l'opération. D'abord, il y a l'argument de l'urgence sécuritaire. Selon cette lecture, la menace terroriste impose parfois une action rapide, sans quoi des occasions critiques sont perdues. Les partisans de cette position estiment que la vitesse sauve des vies, et que les procédures longues peuvent devenir un handicap opérationnel lorsque des cibles mobiles sont identifiées. Ensuite vient l'argument lié au cadre du partenariat antiterroriste existant. Les défenseurs de l'intervention soutiennent que des années de coopération, de partage de renseignements et de présence conjointe ont créé une forme de consentement fonctionnel. Dans cette logique, l'action serait moins une violation qu'une extension tacite d'accords déjà en place, justifiée par un objectif commun de stabilité régionale. Ces 2 points forment un raisonnement cohérent, surtout vu de l'extérieur. Pourtant, ils se heurtent à des limites factuelles révélées par l'épisode lui-même. L'urgence, d'abord, n'explique pas l'absence totale de notification politique. Même dans des contextes de menaces élevées, les mécanismes de coordination minimale existent précisément pour préserver la légitimité de l'action. Ici, la rapidité à neutraliser non seulement la cible, mais aussi la capacité de l'État concerné à exercer son rôle souverain. Quant au partenariat implicite, il se fragilise dès lors que le consentement n'est plus explicite. Une coopération durable repose sur des lignes claires, pas sur des suppositions. Lorsque l'une des parties agit seule, elle transforme un cadre partagé en relation asymétrique. C'est cette asymétrie qui déclenche la réaction politique, bien plus que l'opération militaire elle-même.
Dans cette perspective, la critique formulée par plusieurs dirigeants africains, dont Ibrahim Traoré, ne nie pas la réalité de la menace terroriste. Elle conteste la méthode. Le cœur du désaccord porte sur la hiérarchie des priorités. Sécurité immédiate contre intégrité institutionnelle. Les faits montrent que sacrifier la seconde affaiblit à terme la première, en érodant la confiance nécessaire à toute coopération efficace. Ainsi, le débat n'oppose pas action et inaction. On met action coordonnée et action imposée. La réponse critique ne cherche pas à bloquer la lutte antiterroriste, mais à la replacer dans un cadre où la souveraineté reste une condition, non une variable d'ajustement. À ce moment précis, tout indique que le cadre a changé. À ce point médian, l'événement cesse d'être seulement interprété comme une frappe controversée et devient un révélateur stratégique. Ce qui bascule n'est pas la capacité militaire des acteurs, mais la définition même des règles du jeu. La question n'est plus de savoir si l'opération était techniquement possible, mais sous quelles conditions elle est désormais jugée acceptable. Ce changement de cadre s'observe dans la manière dont les réactions s'alignent. Les déclarations ne portent plus uniquement sur Sokoto ou sur le Nigeria, mais sur un principe généralisable. Une action peut être efficace et pourtant politiquement corrosive. C'est ce glissement qui transforme un incident en référence implicite pour d'autres situations futures. Dans cette lecture, Ibrahim Traoré incarne une voix qui nomme explicitement ce basculement. Son intervention ne se limite pas à une solidarité circonstancielle. Elle inscrit l'épisode dans une continuité historique où la sécurité extérieure a souvent été invoquée pour justifier des décisions sans consentement local. En formulant le problème ainsi, il contribue à déplacer le centre de gravité du débat de la menace immédiate vers la règle durable. Ce point de bascule révèle donc une réalité simple. Une fois qu'un précédent est établi, il structure les attentes. Les acteurs ne réagissent plus seulement à ce qui s'est produit, mais à ce que cela autorise. C'est à partir de là, chaque décision ultérieure est lue à travers ce prisme et la marge d'ambiguïté se réduit fortement. Les conséquences concrètes de cette séquence se déploient différemment selon les acteurs concernés, mais elles convergent vers un même point, la redéfinition des marges de décision. Pour les institutions nationales, l'effet est immédiat. L'épisode impose une réévaluation des protocoles de coordination, non comme exercice théorique, mais comme nécessité opérationnelle. Les autorités comprennent que l'absence de mécanismes contraignants de validation expose l'État à des faits accomplis. La souveraineté n'est plus seulement affirmée par des discours. Elle doit être encadrée par des procédures vérifiables, sous peine d'être contournée. Du côté des forces de sécurité, l'impact est plus technique, mais tout aussi structurant. L'événement met en lumière la dépendance au flux d'informations externes et la vulnérabilité qu'elle implique. Même sans remise en cause publique des partenariats, un doute s'installe. Jusqu'où une coopération peut-elle aller sans diluer la chaîne de commandement nationale ? Cette question alimente des discussions internes sur l'autonomie de détection, de décision et de réaction, bien au-delà du cas nigérian. Pour les populations civiles, la conséquence est moins institutionnelle, mais plus durable. Le déplacement de familles, la proximité des frappes avec des zones habitées et la rupture brutale d'un moment religieux transforment l'événement en expérience collective. La sécurité cesse d'être perçue comme une abstraction stratégique. Elle devient un facteur d'incertitude quotidienne. Cette perception nourrit une attente accrue vis-à-vis des dirigeants, sommés de protéger non seulement le territoire, mais aussi le sens même de la protection. À l'échelle régionale, enfin, l'effet est amplifié par la comparaison. D'autres États africains se projettent dans le scénario et évaluent leur propre exposition. Si une action unilatérale est possible dans un pays central, qu'en est-il des États aux capacités plus limitées ? C'est dans ce contexte que la prise de position d'Ibrahim Traoré résonne fortement. En articulant la critique autour du précédent, il transforme une inquiétude diffuse en message politique structuré, partagé au-delà de ses frontières. Ces 4 niveaux d'impact se renforcent mutuellement. Les attentes civiles accentuent la pression sur les institutions. Les débats militaires alimentent les décisions politiques.
Les réactions régionales donnent à l'ensemble une portée continentale. L'événement n'impose pas une réponse unique, mais il impose une prise de position. Le véritable effet de long terme n'est donc pas une rupture immédiate des alliances, mais une vigilance accrue. Chaque future opération, chaque accord sécuritaire sera désormais évalué à l'aune de cet épisode. La conséquence la plus tangible est peut-être celle-ci. Le coût politique de l'ambiguïté a augmenté, et avec lui, l'exigence de clarté dans les relations de sécurité. À partir de ce point, 3 trajectoires plausibles se dessinent pour les 6 à 12 prochains mois, sans qu'aucune ne puisse être présentée comme certaine. Le scénario de base repose sur une normalisation prudente. Les partenariats sécuritaires se poursuivent, mais avec des ajustements procéduraux. Des canaux de notification plus explicites sont formalisés, non pour remettre en cause la coopération, mais pour éviter la répétition d'un épisode similaire. Dans ce cadre, l'incident devient une référence interne, rarement invoquée publiquement, mais constamment présente dans les calculs diplomatiques. Le scénario optimiste suppose un effet catalyseur plus large. L'événement déclenche une coordination régionale renforcée où plusieurs États africains harmonisent leurs exigences en matière de consentement et de transparence. Des mécanismes communs émergent permettant de parler d'une seule voix face aux partenaires extérieurs. Dans cette configuration, la prise de position de dirigeants comme Ibrahim Traoré s'inscrit dans un mouvement collectif, donc réduisant la symétrie et renforçant la prévisibilité des relations sécuritaires. Le scénario défavorable, enfin, envisage une crispation progressive. Les partenaires extérieurs privilégient l'efficacité opérationnelle au détriment de la consultation, tandis que certains États africains réagissent par des restrictions unilatérales ou des ruptures symboliques. Cette dynamique accroît la méfiance et fragilise la lutte contre les groupes armés en fragmentant les dispositifs existants. L'incident initial devient alors le point de départ d'une dégradation plus profonde. Face à ces trajectoires, une recommandation de méthode s'impose: éviter les réponses émotionnelles et privilégier les cadres explicites. Si les règles sont claires, les violations deviennent plus coûteuses politiquement et donc moins probables. A l'inverse, à ce moment, l'ambiguïté entretient l'espace des décisions unilatérales. Ces scénarios ne prédisent pas l'avenir, mais ils offrent une grille de lecture. Il rappelle surtout que l'enjeu central n'est pas seulement la sécurité immédiate, mais la capacité des États à définir collectivement les conditions dans lesquelles cette sécurité est exercée. C'est sur ce terrain que se jouera l'équilibre des mois à venir. Au-delà des cercles diplomatiques et militaires, cette séquence touche directement différents groupes, chacun à sa manière. Pour les citoyens ordinaires, l'événement agit comme un rappel brutal de la fragilité perçue de la protection étatique. Même sans être touchés physiquement, beaucoup intègrent l'idée que des décisions lointaines peuvent produire des effets immédiats sur leur quotidien. Cette prise de conscience renforce une attente simple: être informé, être protégé et ne pas découvrir les choix sécuritaires après coup. Les jeunes et les étudiants interprètent souvent l'épisode à travers le prisme de l'identité et de l'avenir. Les débats sur les réseaux sociaux et dans les espaces universitaires traduisent une inquiétude plus large. Quel degré d'autonomie réelle les États africains possèdent-ils dans un monde d'alliances asymétriques ? Cette interrogation nourrit un discours plus politisé, parfois critique, mais structurant pour une génération attentive aux symboles. Pour les acteurs économiques locaux, l'impact est plus discret, mais réel. L'instabilité perçue, même ponctuelle, influence les décisions d'investissement et de mobilité. Les marchés réagissent moins aux détails techniques qu'au sentiment général de prévisibilité. Lorsque celui-ci est ébranlé, la prudence devient la norme, ralentissant des dynamiques déjà fragiles. Enfin, les leaders communautaires et religieux se trouvent dans une position charnière. Ils jouent un rôle de stabilisation en appelant au calme et en rappelant les valeurs de cohésion. Leur voix compte précisément parce qu'elle traduit l'événement en termes compréhensibles pour des publics éloignés des analyses géopolitiques. À travers ces groupes, un fil commun apparaît: la demande de clarté. Qu'il s'agisse de sécurité, d'économie ou de cohésion sociale, l'incertitude coûte cher. C'est cette attente transversale qui, à terme, pèse sur les choix politiques. Une sortie durable de cette séquence passe par un enchaînement de mesures concrètes, ordonnées
et vérifiable. La première étape consiste à clarifier les règles. Les États concernés définissent par écrit les conditions exactes d'intervention en précisant qui autorise, par quels canaux et selon quel délai. Cette formalisation réduit l'ambiguïté et transforme le consentement en procédure, non en présomption. La deuxième étape relève de la capacité institutionnelle. Les autorités renforcent les mécanismes nationaux de veille et d'alerte afin que toute activité inhabituelle soit immédiatement portée au niveau politique. L'objectif n'est pas l'autosuffisance totale, mais la capacité à décider en connaissance de cause. Une chaîne d'information robuste limite le risque de décision imposée par défaut. La troisième étape engage la coordination régionale. Des cadres communs sont discutés pour harmoniser les exigences minimales entre partenaires africains. En parlant d'une voie plus cohérente, les États augmentent le coût politique des actions unilatérales. C'est dans ce registre que l'appel d'Ibrahim Traoré trouve une traduction opérationnelle, transformer une indignation partagée en règles partagées. Une quatrième étape porte sur la mesure et l'évaluation. Chaque coopération sécuritaire est assortie d'indicateurs simples. Niveau de notification, délai de réponse, mécanisme de redevabilité. Ce suivi permet d'ajuster les accords sans rupture brutale, en corrigeant les dérives avant qu'elles ne deviennent des crises. Enfin, une cinquième étape concerne la communication publique. Informer sans alarmer, expliquer sans justifier l'injustifiable. Cette transparence relative renforce la confiance interne et réduit l'espace des rumeurs, souvent plus déstabilisantes que les faits eux-mêmes. Pris ensemble, ces étapes ne promettent pas l'absence de tension. Elles offrent toutefois une méthode pour les contenir. La sécurité cesse alors d'être une zone grise et redevient un domaine gouverné par des choix assumés, discutés et mesurés. Le fil émotionnel ramène à l'aube, qui a suivi la nuit des frappes, quand les rues de Sokoto se sont remplies de regards fatigués et de gestes prudents. Les mêmes familles évoquées plus tôt, celles qui cherchaient un refuge temporaire, deviennent le rappel silencieux de ce qui est réellement en jeu. La souveraineté n'est pas un concept abstrait. Elle se mesure à la capacité d'éviter que la peur s'installe durablement dans la vie ordinaire. Ce retour au concret éclaire aussi les paroles prononcées ailleurs. Lorsque Ibrahim Traoré parle de dignité et de lignes à ne pas franchir, il ne s'adresse pas seulement aux chancelleries, il parle à ces scènes du matin d'après, à ces hôpitaux improvisants, à ces quartiers qui comptent les absents. Le discours trouve sa force parce qu'il rejoint une expérience vécue. Le callback est simple. Ce qui a commencé par un ciel déchiré se termine par une question de respiration collective. Un pays, puis un continent, cherchent à reprendre leur souffle sans renoncer à la coopération. La fermeté n'est pas la colère, elle est la mémoire organisée d'un choc. La phrase qui s'impose est courte, presque austère. La sécurité sans consentement coûte trop cher. Elle ne clôt pas le débat, mais elle le cadre. Et c'est précisément ce cadre qui permet de transformer une blessure symbolique en point d'appui pour la suite. Au terme de ce parcours, l'enjeu dépasse l'événement initial et s'adresse directement au lecteur. Il ne s'agit pas de choisir un camp, mais d'examiner un principe. Comment concilier sécurité collective et respect du consentement dans un monde d'alliances asymétriques? Cette question n'est ni abstraite ni lointaine, elle structure déjà les décisions, les discours et les attentes. Le débat reste ouvert, précisément parce qu'il touche à des valeurs partagées. Coopérer sans se soumettre, agir sans effacer l'autre, prévenir sans imposer. Ces tensions traversent les institutions, les sociétés et les générations. Elles exigent une vigilance constante plus qu'une indignation ponctuelle. Dans cet espace, les voix qui appellent à la clarté et à la règle écrite gagnent en importance. Elles rappellent que la stabilité durable repose moins sur la force que sur la prévisibilité et la confiance. L'épisode analysé ici n'impose pas une conclusion unique, mais il invite à une réflexion informée. À votre tour, comment définiriez-vous les limites acceptables de la coopération sécuritaire? Et quelles conditions devraient, selon vous, ne jamais être contournées?